Les contes de Théut le barde. L'histoire de Silure et de Rhéa. Théut posa son imposant postérieur sur le rocher couvert de peaux de bête. La paillasse qu'il utilisait d'habitude s'était effilochée à force d'accueillir son séant. Il but une large rasade de bière brassée. Ces gens-là savaient décidément très bien recevoir les bardes. Ils repasseraient dans ce village près d'Anjara, fait de bergers aux yeux sombres. Les Daikini et les elfes furent créés avec la lumière, les créatures avec du feu et les hommes avec de la poussière. « Raconte-nous, Théut, une histoire avec des elfes » demanda un jeune homme. Voyons, il fallait toujours s'adapter au public. Ce soir, beaucoup de jeunes gens autour du feu. Théut laissa l'attention suspendue dans l'air quelques instants, le temps de laisser courir son regard à la ronde. Puis il se détendit contre les couvertures qui lui réchauffaient les reins, croisa ses doigts sur son ventre proéminent et, avec un sourire, commença. Silure était un elfe qui aimait jouer de la flûte. Son père était dans la garde royale, comme tous les elfes avant lui. Nous étions au temps d'Isaïon, le premier roi humain, après que celui-ci fut initié au mystère de la caste. Silure avait fui Samathia, la capitale, et ses devoirs de la garde, pour vaquer et divaguer, comme aimait le dire son père, à travers les terres de ce bon roi Isaïon. Silure ne rêvait pas d'aventures, il les vivait. Il allait à pied et, comme un barde, racontait des récits et louait ses services. Bien que de bonne naissance, Silure se comportait de manière simple, et son père, qui était un elfe lui aussi naturellement, se disait qu'il finirait par rejoindre les rangs. Un jour, alors qu'il était assis sur les remparts, Silure sortit sa flûte. Et le son qui sortit de son instrument monta dans l'air et résonna contre la pierre dure et jaune qui formait les fortifications d'Anjara. De quoi piquer la curiosité d'une jeune fille, Rhéa. Orgueilleuse et célébrée pour la finesse de ses traits, elle était la fille d'un puissant de la ville d'Anjara. Ce jour-là, alors qu'elle faisait pour la 3e fois le tour des remparts, admirée par la population du marché et de la cour, Rhéa s'arrêta net. Se penchant par-dessus le créneau, elle vit l'elfe, ses longs cheveux noirs, sa flûte en bois et ses longues jambes musclées par certains travaux des champs. Elle ne pouvait voir son visage, mais elle s'appuya contre le mur pour écouter le délice qui montait jusqu'à ses oreilles. Elle ferma les yeux, bercée par la mélodie déroutante. « Mademoiselle, vos parents ne seront pas contents. » Mais Rhéa n'écoutait jamais sa nourrice à laquelle il ne restait plus qu'une dent. Une affaire de principe. La demoiselle arrêtée commençait à attirer l'attention des badauds et surtout des hommes en bas dans la cour. Ranaël tapa du pied et vint chuchoter à l'oreille de Rhéa qui secoua la tête, agacée. « Mais tais-toi donc, on n'entend plus la musique. »« On va croire que vous cherchez un mari à rester planté là. Les hommes vous regardent. » Rhéa tourna dédaigneusement la tête. Fille d'un marchand, elle attirait les partis pour sa beauté et sa fortune, ce qui avait donné de grands airs à la demoiselle. Elle voulait Silure. Elle voulait qu'il joue pour elle, et rien que pour elle, tous les jours,
aussi bon que cela lui semblerait. C'était décidé. Tout le monde sait qu'il n'y a aucun parti pour moi en ville. Rentrée au petit palais, elle se précipita dans le bureau de son père. Fille de l'ancien gouverneur de la ville, sa mère s'était remariée avec un riche banquier qui avait adopté et élevé Rhéa comme sa propre fille. Comprenez donc qu'il lui avait donné tout ce dont une jeune fille rêvait. Des toilettes, des bijoux, une monture, des fêtes d'anniversaire grandioses. C'est donc tout naturellement que Rhéa se précipita dans le bureau de son père adoptif pour lui demander de lui attacher les services de ce troubadour. Ça n'allait pas être difficile d'engager un musicien privé. Et puis, il pourrait être son professeur de musique particulier. On demandait aux jeunes filles d'être accomplies de nos jours. Coudre, chanter, jouer des instruments, danser, lire, écrire. « Cela ne sera pas !» tonitruya son père. Et Théut se leva de son rocher en rugissant. Les enfants ouvrirent de grands yeux et reculèrent, un peu craintifs. Les jeunes filles battirent des cils, les jeunes hommes ricanèrent, les vieillards hochèrent. « Mais pourquoi donc ?»« Rhéa, tu as des oiseaux, un jardin avec 3 paons, des lapins, un cheval, un chat. N'as-tu pas assez de compagnons ? » ?»« Eh bien, je veux un elfe. »« Ces créatures ne sont pas comme nous. »« Ils font partie de la garde royale. »« S'ils faisaient partie de la garde royale, ils ne seraient pas à Andjara en train de jouer de la flûte devant les badauds. C'est non. » Rhéa battit en retraite, pour le moment. Le lendemain, elle repassait sur les remparts. Mais Silure avait disparu. Elle fit 3 fois le tour, se penchant par-dessus la muraille, le cherchant des yeux. Et Ranaël, son chaperon, s'essoufflait de plus en plus et n'avait plus de salive pour tempérer la demoiselle. La tête basse, et plus déçue qu'elle ne voulut l'admettre, Rhéa entendit alors le son d'une flûte s'élever près de la place. Elle l'obliqua vers la place de la ville. Silure était là, assis sur la margelle. Il jouait pour les enfants un air enlevé et les enfants battaient des mains. Elle put apprécier la finesse de ses traits, ses yeux légèrement en amande et ses cheveux sombres aux reflets cuivrés. Il portait de vieilles chausses, mais ne semblait pas mourir de faim. Comment le contraindre à entrer à son service ? Comment faire en sorte que son père l'engage ? Elle remarqua qu'il n'y avait rien pour recueillir de l'argent. Rhéa attendit, impatiente, jusqu'à la fin du morceau. Elle s'avança alors et, sortant une pièce d'argent d'une poche, elle la tendit à Silure, qui la regarda avec un sourire. « Merci, mais non merci, demoiselle. »« Comment ? Vous ne voulez pas être rétribuée pour votre talent ? » ?»« J'ai beaucoup de talent, demoiselle, et si j'étais rétribuée pour tous, je devrais me cacher pour ne pas provoquer l'envie des hommes. »« Avez-vous tant de trésors que cela ? » ?»« Et plus qu'il n'en faut, » fit-il en rangeant sa flûte dans sa poche. Il allait se lever et mettre sa capuche. « J'aurais besoin d'un professeur de musique, et j'ai ouï dire que les elfes sont doués avec les chevaux. »« Nous sommes doués avec toutes sortes d'animaux. » Il se leva, et elle se rendit compte à quel point il la dominait de toute sa taille et de sa prestance. Elle le voulut encore plus. Il avait dit ça avec tant de douceur et un sourire désarmant. Rhéa cherchait dans sa tête un prétexte pour continuer de lui parler, le retenir. Mais il jetait négligemment sur son épaule sa cape, qu'il utilisait comme manteau et couverture. Ranaël grommelait que les temps avaient changé décidément. « Eh bien, votre réponse ? »
Je ne cherche pas de position, mademoiselle. Il est des honnêtes gens en ville qui auront joie à vous servir. Et vous n'auriez pas de joie à me servir? J'ai de la joie, rien qu'à vous regarder. Cela me suffit. Nous reverrons-nous? Certainement. La vie d'un elfe est très longue, et celle des humains pleine de surprises. Rhea suivit du regard la silhouette élancée de l'elfe, ses larges épaules et ses longs cheveux fins. Elle sentit monter en elle la frustration. De retour à la maison aux hautes colonnes de marbre, le gouverneur, celui qui avait succédé à son père, sortait. Il lui prit les deux mains et les baisa comme la coutume voulut qu'on salue une fille bien née. « Votre père aura quelque chose à vous annoncer très prochainement. » Rhea sentit son cœur battre à tout rompre. Non, pas le mariage, elle n'était pas prête. Elle se précipita dans le bureau de son père, sans frapper, comme d'habitude. « Père, cela ne se peut !»« Comment tu refuserais cet honneur ?»« Cet honneur? Cette ignominie, vous voulez dire ?» Toi qui aimes la gloire et te pavaner, je supposais que tu apprécierais l'honneur qui t'est fait. Je ne veux pas de mariage. Son père la regarda interloqué et partit d'un grand éclat de rire. Rhea, la ville veut créer une nouvelle statue pour la fête de Shai. Une statue? Et ils veulent utiliser ton visage pour représenter la déesse de la fortune et célébrer ta beauté. Rhea eut un petit sourire. Oui, cela lui plaisait bien. Ainsi, Silure saurait quelle chance il avait d'avoir attiré son attention. Être représenté sous les traits d'une déesse, quel coup d'éclat en vérité! Elle avait appris le nom de l'elfe en demandant à quelques commerçants. Elle savait aussi qu'il dormait en dehors de la ville et ne restait jamais bien longtemps là où il était. Il fallait donc l'attirer et le garder rapidement. Cette nuit, alors que Rhea peinait à trouver le sommeil, son cœur se mit à battre plus fort. Cet air qui montait dans l'air. Elle se précipita à sa fenêtre. Silure était là, dissimulé par la nuit, mais il jouait pour elle. Elle s'assit sur le rebord de sa fenêtre et écouta. Soudain, l'air s'arrêta. Elle appela. « Silure, continue !» Mais Silure avait disparu. Rhea bouillonnait à l'intérieur, ravie et agacée par ce vilain tour. Le lendemain, Silure revint, et le soir d'après, et le soir d'après encore. Il jouait pour elle quelques minutes, puis interrompait le morceau et disparaissait. C'est au 7e soir que Rhea comprit qu'elle l'aimait, depuis le premier jour. Les jeunes filles dans l'assistance eurent des soupirs de langueur. Rhea attendait un soir de plus à sa fenêtre le rituel qui la frustrait, lorsque son père entra dans sa chambre. « Alors les rumeurs disent vrai? Tu t'es amouraché d'un elfe, d'un vagabond ?»« Père, c'est le musicien dont je vous parlais. »« Tu ne l'entendras plus. Et demain, à la fête de Shai, devant tout le peuple, j'annoncerai tes fiançailles. »« Jamais je n'épouserai un autre. Père, je l'aime. » Rhea eut beau taper des pieds, hurler, pleurer, rien ne vint fléchir son père, pas même sa mère. Le lendemain, Rhea se laissa vêtir de la robe jaune traditionnelle, les servantes lui faisant des tresses dans les cheveux, parsemant les mèches de fleurs. Mais son cœur était lourd. Les habitants lancèrent des fleurs à la statue, dansèrent en ronde, mais sous les vivas de la foule, Rhea demeurait les traits tirés,
les yeux rougis par les pleurs. « Au nom de ma fille, merci. Rhea remercie la déesse pour la beauté et la grâce qui lui a été donnée. » Et pour ne pas offenser la déesse, le père de Rhea lui offrit 10 colombes. « Shai, déesse de la fortune, bénis l'union de Rhea et d'Astalar. » La foule resta muette de stupeur. On racontait que Rhea était follement éprise de Silure. Mais les prêtres applaudirent et la foule suivit. Rhea la fière retenait ses larmes. Silure continua de venir jouer sous sa fenêtre, mais l'elfe entendait la souffrance du cœur de Rhea. Le cousin Astalar arriverait de l'ouest dans quelques jours. Bientôt la jeune fille, si pleine de vie, pétillante, ne se leva plus. Elle resta de jour comme de nuit au lit. Les traits tirés, le teint pâle. Elle refusa de se nourrir lorsque son père annonça l'arrivée d'Astalar quelques jours plus tard. « Rhea, cesse de jouer la comédie. Alastar est noble, bel homme, fier guerrier et riche. Il comblera tous tes caprices. » Mais Rhea s'étiolait. Elle n'eut pas la force de se lever lorsque Silure demanda audience au père de Rhea. « De grâce, annulez cette union et je disparaîtrai. Je vous le promets. » Théut attendit quelques instants, laissant planer sur l'assistance le mystère de la fin de l'histoire. Il reprit, avec une voix plus forte. Le père resta inflexible. Il fit saisir Silure et le jeter au cachot. Et lorsque Astalar découvrit les amours de Silure et de Rhea à son arrivée, il alla arracher le cœur de l'elfe lui-même. Rhea mourut de chagrin le soir même. Sur sa tombe, depuis, fleurit une plante qui permet de se faire aimer. Et le soir, on entend une musique près de sa tombe. Un air de flûte, mais qui ne finit jamais. Tout le monde soupira. Les amours des elfes et des humaines étaient toujours de grandes histoires romantiques, mais souvent tristes. Le feu mourait lentement. Les garçons jouèrent des coudes dans les côtes en proclamant qu'ils auraient provoqué un duel avec Astalar. Les jeunes filles versèrent quelques larmes en se demandant où était la tombe de Rhea, et les vieilles personnes agitèrent le doigt en blâmant les caprices des jeunes filles. Et tout le monde alla se coucher. Théut but une dernière rasade. C'était le truc des histoires tristes. L'être humain ne pouvait accepter une fin pareille, et demandait donc une autre histoire, plus joyeuse, pour remplacer l'horrible sentiment qui perdurait. Demain, donc, il raconterait une histoire plus légère,